Bonjour et bienvenue à Hockey le Magazine. Cette semaine, une entrevue avec la gardienne de but Charline Labonté. On vous présente Élisabeth Manta, une officielle au programme provincial, et la sœur d'Anthony Manta, l'espoir des Red Wings de Détroit. Et comme le Canadien rencontre le Wild dans quelques jours, nous avons rencontré pour vous Jason Pominville. Hockey le Magazine est une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. Et de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Parce que le hockey n'est pas un sport exclusivement réservé aux garçons, l'équipe de Hockey le Magazine a voulu savoir comment se portait le hockey féminin au Québec. On s'est donc rendu au Showcase Midget 2A de Verdun afin de rencontrer différents intervenants du milieu. La médaille d'or aux Jeux du Canada l'année passée pour les jeunes filles de l'équipe Québec, c'est majeur. Il ne faut pas avoir honte de le dire. C'est une première qui était historique, non seulement pour les jeunes filles, le personnel entraîneur, tous les gens qui ont collaboré au programme et à la victoire, mais également pour le réseau féminin au complet. Il ne faut jamais oublier que ces jeunes filles-là ont débuté le hockey quelque part dans une région avec des entraîneurs de hockey mineur, avec des bénévoles en place. Donc je pense qu'il faut le prendre comme un accomplissement, oui, pour Équipe Québec, mais également pour le réseau complet de hockey féminin. La Ligue de hockey féminin de développement du Québec, c'est un regroupement finalement de 33 équipes 2A, autant dans les catégories Pee-wee, Bantam et Midget, qui provient de toute la province au complet pour justement jouer au hockey féminin ensemble, des filles contre des filles. La Ligue a été créée il y a 6 ans. Le but de ça, c'était justement pour pouvoir augmenter le niveau de jeu qui existait déjà. Donc, il y avait beaucoup de filles qui évoluaient avec les garçons. Donc, en faisant des équipes 2A, on ouvrait un segment qui était plus féminin. Donc, des filles qui se sont retrouvées finalement à jouer contre des filles à travers la province. Puis, je pense que le niveau de jeu était là. Le niveau de jeu a changé, c'est sûr. Maintenant, meilleur. Les filles sont plus encadrées aussi, autant sur la glace pendant les pratiques, plus de pratiques. Il y a beaucoup d'hors-glace aussi. Je pense qu'avec les programmes qu'on a fait, que ce soit le Showcase Midget 2A qui se déroule aujourd'hui, c'est justement des choses, c'est de la visibilité. Donc, veux pas, quand on emmène nos 14 équipes du Québec à se regrouper ensemble, qu'on amène les cégeps à venir voir les filles, après ça, qu'on contribue aussi avec le Midget 3A à faire évoluer les meilleures filles avec les meilleures filles, bien, on se trouve finalement à augmenter le niveau de jeu. On le voit d'année en année, on a beaucoup plus de filles qui sont sur les équipes canadiennes, dans les programmes d'équipes canadiennes. Au début de la création de la ligne, on avait 2 filles environ, 2-3 filles. Si on enlève les Caroline Ouellette, etc. Aujourd'hui, on en a 14 qui sont sur le programme national. Une jeune fille de 17 ans a l'option, on va parler du réseau québécois, une jeune fille à 17 ans peut se diriger vers le secteur collégial, donc permettre de continuer ses études au niveau collégial tout en performant dans un réseau assez compétitif. Et une fois qu'elle a complété ses études collégiales, se diriger vers le réseau universitaire. Vous avez parlé des Carabins tantôt. Donc c'est une avenue. On a un réseau sport étudiant du Québec avec des équipes universitaires féminines. Alors c'est l'avenue pour ces jeunes filles-là. Oui, il y a plein de possibilités, autant collégial, universitaire, le Midget 3, les programmes d'Hockey Québec aussi qui sont intéressants pour les filles. Avec des Québécoises comme Marie-Philippe Poulain qui se démarque sur la scène internationale ou encore l'équipe des Carabins de l'Université de Montréal qui ont été championnes universitaires canadiennes, il est à parier qu'un plus grand nombre de jeunes filles aient envie de chausser leurs patins au cours des prochaines années. Marie-Christine Baudry pour Hockey le Magazine. À la question quiz cette semaine, nous vous demandons pour quelle équipe Mario Lemieux a-t-il joué son hockey Midget 3A en 1980-81? Les choix de réponse. A. Montréal Concordia. B. Laval. Ou C. Châteauguay. La réponse, après la pause. La réponse A. Montréal Concordia. À l'âge de 15 ans, Mario Lemieux a récolté 124 points en 47 matchs, soit 62 buts et 62 passes. Le Canadien visite le Wild du Minnesota dans quelques jours et nous avons rencontré pour vous Jason Pominville. De sa double citoyenneté et ses premiers pas au hockey mineur à Repentigny, l'ancien capitaine des Sabres de Buffalo et l'attaquant du Wild du Minnesota s'est confié à nos caméras.
J'ai joué à Repentigny, j'ai grandi à Repentigny, donc pour moi, ça a toujours été soit les Olympiques de Repentigny quand je jouais 2B ou sinon les élites de la Rive-Nord dans le 2A. Est-ce qu'il y a une année charnière dans ton cas? Est-ce qu'il y a une année que tu te souviens dans ton hockey mineur? Il y en a plusieurs, mais je te dirais une année qui avait vraiment été spéciale, ça avait été ma deuxième année Pee-Wee. On a représenté le Canadien au tournoi Pee-Wee de Québec. On a eu la chance d'aller pratiquer au Forum dans le temps avec les joueurs. Donc ça a été une année assez spéciale. D'aller au tournoi Pee-Wee avec le chandail du Canadien, c'était bien. Donc le tournoi Pee-Wee de Québec, c'est pas mal ton tournoi qui t'a marqué le plus? Oui, non, c'est sûr, sans aucun doute. Là, ça a été vraiment un tournoi exceptionnel. Je pense même encore aujourd'hui, les jeunes en parlent, les jeunes ont hâte d'aller à ce tournoi-là. Donc, c'est vraiment un fait marquant là, de mon hockey mineur. Est-ce qu'il y a des entraîneurs qui t'ont marqué, des entraîneurs qui ont été très importants dans ton développement? Mais je te dirais que probablement mon père est probablement l'entraîneur qui a eu le plus gros impact là, sur ma carrière. Sinon, je te dirais peut-être François Dauphin dans le hockey mineur. Je l'ai eu à quelques reprises, il m'a beaucoup aidé. Puis évidemment, dans le junior, j'avais eu Denis Franqueur qui m'a vraiment aidé là, à me rendre à un niveau supérieur. Puis vers quel âge tu as commencé à croire que tu pouvais te rendre loin? Quand je me suis fait repêcher junior, j'ai pensé, j'ai dit j'ai peut-être une chance, mais surtout quand je me suis fait repêcher dans la Ligue nationale, c'est là que j'ai dit je pense avoir des chances. Je savais que mon vouloir, mon éthique de travail allait m'aider, puis en bout de ligne, mais ça a porté fruit. Est-ce que plus jeune, tu avais des idoles, des joueurs que tu regardais? C'est sûr que en grandissant au Québec, là, Mario Lemieux, Wayne Gretzky, c'est des gars qui m'ont beaucoup marqué. Là. Mario Lemieux vient d'ici, tout le monde en parlait. C'était un des joueurs, un des meilleurs joueurs de tous les temps. Puis Wayne Gretzky aussi. Donc, c'est deux joueurs qui sont assez faciles là, à avoir comme idole. Puis est-ce que tu étais fan du Canadien? J'ai toujours aimé le Canadien, j'ai toujours suivi le Canadien. Donc, je te dirais que j'ai des bons souvenirs là, de 93 quand ils ont gagné. En terminant, quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui est présentement au hockey mineur puis qui rêve de faire comme toi, carrière dans la Ligue nationale? Quel conseil tu pourrais leur donner? Juste de t'amuser, je pense que c'est ça le principal. Si t'as pas de fun, mais tu fais probablement pas le bon sport. Donc, de t'amuser, de faire d'autres choses l'été. Essaye de jouer au baseball, au soccer, au tennis. Ça va améliorer ta mobilité, tous tes aspects que tu dois améliorer pour justement être un bon joueur de hockey en bout de ligne. Merci, Jason. Yes, ça fait plaisir. En compagnie de Charline Labonté, gardienne de but de l'équipe nationale et des Canadiennes de Montréal. Charline, quand tu as joint les rangs de l'équipe nationale, est-ce que tu t'attendais un jour à avoir 3 titres olympiques? Jamais. En fait, j'ai jamais eu un rêve olympique avant de m'y rendre. Donc, pour moi, j'ai toujours joué au hockey parce que j'aimais ça, parce que j'avais la passion. Je le fais encore pour cette raison-là. Mais c'est sûr que ça m'a amené à réaliser des rêves incroyables. Puis, je suis encore surprise de où ça m'a amené tout ça. C'est quoi ton plus beau souvenir jusqu'ici dans ta belle carrière? Oh mon Dieu, il y en a tellement, mais c'est sûr que d'aller gagner des médailles d'or olympiques, c'est dur à battre. Vancouver a été fantastique, mais Sochi c'était spécial, de la façon que ça s'est déroulé. Ce que les gens ont vu à la fin, c'était la médaille d'or. Pour nous, on a eu une année très difficile à tous les niveaux. Donc, de pouvoir surmonter tous ces obstacles-là, de revenir de l'arrière comme ça à 4 minutes de la fin, puis de remporter la médaille, c'est dur à battre comme scénario. Bon, là, il est encore tôt, mais est-ce que tu commences déjà à rêver à 2018? Est-ce que tu vises une place aux Jeux olympiques de 2018? Je jouerais au hockey toute ma vie si je le pouvais. Mais la réalité, c'est que le hockey féminin, c'est sûr que rendu à mon âge, il faut penser à autre chose aussi. J'ai beau avoir 4 médailles d'or olympiques, j'ai pas plus de job à la fin. Donc pour nous, c'est de préparer ça aussi, l'après-carrière, c'est important, les études. Puis c'est ça, mais je veux dire, je le prends plus une année à la fois. J'ai réalisé des beaux rêves.
Je pense que je peux encore jouer, mais c'est vraiment une année à la fois pour l'instant. Tu es rendu à 33 ans. C'est quoi tes buts d'après-carrière? Est-ce que tu commences à penser à ça? Oui, c'est ça. C'est la transition d'après la carrière de hockey est difficile. Je pense que tous les athlètes de haut niveau doivent passer au travers de ça. Puis c'est quelque chose de vraiment dur. Par contre, j'ai travaillé très fort à la préparer en allant avec mon bac, avec ma maîtrise. À McGill? Oui, à McGill. Donc, c'était important pour moi d'avoir ce plan B-là de prêt pour moi quand je voulais arrêter de jouer au hockey. Je suis pas rendue là encore, mais je commence à être préparée tranquillement. Si tu racontais un peu aux gens qui nous écoutent en quoi tu as étudié puis qu'est-ce que ça t'a apporté? J'ai fait mon bac en éducation physique à McGill. J'avais toujours pensé que je voulais faire ça dans la vie, puis finalement, c'était pas ça. Donc, j'ai terminé mon bac, j'ai décidé d'aller vers la psychologie sportive. En tant que gardienne, c'est sûr que c'est quelque chose d'important. Puis c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. J'enseigne beaucoup aussi aux jeunes avec des jeunes gardiens. C'est un aspect qui peut vraiment faire une différence. Je l'ai vécu, j'ai vu les expériences aussi. Puis je trouvais important de pouvoir apporter ce concept-là à un jeune gardien. Par la suite, on va voir. Est-ce que le coaching pourrait t'intéresser? Ou... C'est certain. On en fait beaucoup avec des filles de l'équipe aussi. Caroline Ouellette, elle a ses écoles de hockey. Ouais. Puis c'est important pour nous de s'impliquer, de redonner un peu. Puis c'est sûr qu'on veut voir le hockey féminin devenir un sport vraiment professionnel où les jeunes sont payés pour jouer au hockey. Je ne sais pas si je vais avoir la chance de vivre ce moment-là, mais on essaie de donner la chance pour les jeunes pour plus tard. Charline, tu as récemment affiché ton homosexualité. Pourquoi c'était important pour toi de le faire? Parce que je me suis dit, pourquoi pas? C'est quelque chose... les gens qui me connaissent savent que je suis plutôt réservée. Je pense que pour certaines personnes, c'est comme si c'était sorti d'un petit peu nulle part, tout ça. Mais c'est quelque chose que je pensais beaucoup depuis longtemps. Puis surtout avec ce qui s'était passé avec les nouvelles lois qui étaient sorties en Russie avant les Jeux, je me disais, OK, c'est facile de critiquer un autre pays, une autre culture, mais il y a encore du travail à faire ici au Canada, au Québec. Puis moi, j'ai atteint une place dans ma vie où je suis confortable avec qui je suis. Puis, sereine. Oui, exactement. Ça, je pense que c'est important. Puis c'est comme un objectif qu'on a tous. Donc de dire, écoute, c'est possible de réaliser des rêves, peu importe tes choix, peu importe qui tu es. Puis pour moi, c'était de réaliser. C'était pas le fait de moi de m'afficher, c'était le fait peut-être que je peux aider quelqu'un à passer au travers de ça qui peut être très difficile des fois. Donc avec le recul, est-ce que tu penses que tu as pris la bonne décision? Définitivement. J'avais très peur. C'est sûr que c'est pas facile de s'exposer comme ça. Mais j'ai eu des réponses absolument fantastiques, des jeunes qui m'ont écrit via email, des lettres, puis dire merci à cause de toi, on est capable de faire face à ça, on est capable de parler à nos familles, à nos amis, de s'ouvrir. Puis c'était de donner une petite lueur d'espoir. Donc moi, si j'ai pu aider une personne, ça valait la peine. Écoute, Charline, on savait que tu étais un exemple sur la glace, tu étais un exemple également à l'extérieur de la patinoire. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Bonne fin de saison. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Le portrait de la semaine, une présentation de Easton Hockey. Easton Hockey, conçu pour marquer. En compagnie d'Élisabeth Manta, officielle au programme provincial de Hockey Québec. Élisabeth, si tu parlais un peu de tes débuts dans l'arbitrage, comment tu as commencé? En fait, ça a commencé bien simplement dans une ligue de garage. Dans le fond, j'ai commencé quand j'étais étudiante à l'Université d'Ottawa, j'ai commencé à arbitrer une ligue de garage. Puis l'année d'après, j'ai commencé plus officiellement dans le sens que j'ai fait mon niveau 1 d'arbitrage, puis j'ai commencé comme ça. Donc, puis après ça, l'année d'après, j'ai tombé tout de suite quasiment sur le provincial. Donc, ça s'est fait vite, là, ouais. Puis selon toi, c'est quoi les qualités que ça prend pour être une bonne arbitre? Ça prend beaucoup de confiance en soi, d'avoir du caractère parce que c'est une job qui est dure quotidiennement, là, se faire crier après puis tout ça, là, mais sinon, je dirais la confiance, la prestance, du patin, des habiletés. C'est quoi tes buts? C'est quoi tes objectifs en tant qu'arbitre? Mes objectifs présentement, c'est d'aller au niveau international, c'est-à-dire IHF, faire des tournois à l'international, puis
peut-être un jour les Olympiques, mais tu sais, je sais pas où, comment, tu sais, ça va être quoi mon parcours encore. Tu as vécu une belle expérience l'an dernier au tournoi des 4 nations. Est-ce que tu dirais que c'est ton plus bel accomplissement en tant qu'arbitre jusqu'ici? Oui. C'était le plus haut niveau de hockey que j'ai pu arbitrer à date, de 1. Puis de 2, j'ai appris énormément. Tu arbitres avec des officiels élites, puis tu te fais superviser par des personnes aussi très bonnes. Donc, j'ai appris énormément, puis j'ai eu beaucoup de plaisir dans ce tournoi-là. Est-ce qu'il y a un match qui te vient tout de suite en tête au niveau des plus beaux souvenirs là-bas? Oui, Canada-États-Unis. OK, Canada-États-Unis. J'ai eu la chance d'arbitrer Canada-États-Unis dans la ronde préliminaire, mais quand même, là, être sur la glace avec des joueuses que tu admires à la télévision, aux Olympiques, puis tout ça, j'étais sur la glace avec eux, donc ça, c'était... Ouais. Tu as joué également, tu as gagné le championnat canadien avec les Carabins de l'Université de Montréal en 2013. À quel point est-ce que ton expérience en tant que joueuse t'aide à être une bonne arbitre? Bien, j'en ai vu beaucoup de hockey dans ma carrière de joueuse. Fait que, tu sais, je suis capable de savoir c'est quoi une bonne arbitre. Puis ça m'a amené beaucoup d'expérience de jeu dans le fond, parce que plus tu arbitres, plus tu as de l'expérience, mais aussi quand tu joues, tu peux remarquer ça. Puis c'était sûrement un de mes défauts en tant que joueur, je regardais trop les arbitres. Là. Ma coach, elle me le disait tout le temps, là, focus sur ta game, parce que je regardais trop les arbitres. Puis pour parler de ta carrière de joueuse, parle-moi un petit peu du championnat canadien, justement, en 2013. Fais-nous vivre un peu, qu'est-ce que tu as vécu là-bas? Ah, c'était exceptionnel comme moment. On arrivait là, on venait de battre McGill en finale provinciale. C'était vraiment inattendu. Les puissantes Martlets. Ouais. Fait que c'était vraiment inattendu. Puis là, on est arrivé au championnat canadien boosté avec plein de confiance. Fait que c'est sûr que c'était vraiment fou comme expérience. Là-bas, c'est un match à la fois. Là-bas, si tu perds un match, t'es fini. Donc, c'était un match à la fois. Puis quand on a gagné, c'était comme exceptionnel. Là. Tu t'appelles Manta, donc peut-être que les gens ont fait le lien à la maison. Tu es la sœur d'Anthony Manta de l'organisation des Red Wings de Détroit. Comment tu vis ça d'être la sœur d'un joueur qui cogne aux portes de la Ligue nationale? Bien, moi, honnêtement, je mange du hockey. Là, je suis sa carrière, j'écoute tous ses matchs. Tu sais, je donne... Là, moins, là, parce qu'il est rendu vraiment haut, là, mais tu sais, j'ai donné des conseils quand il jouait dans le junior. Puis, tu sais, autant que lui, il m'en a donné, là, écoute, c'était vice-versa. Là. Mais le hockey chez les Manta, c'est vraiment une affaire de famille. Ton grand-père, André Pronovo, a déjà joué pour le Canadien de Montréal. À quel point tu as toujours baigné dans le hockey? Écoute, on est 4 enfants chez moi, puis 3 sur 4, on joue au hockey. Les 2 autres jouent au volleyball là, maintenant, mais... Fait que, tu sais, ça a toujours été le sport avant tout, là, avant le hockey. Mais, tu sais, c'est sûr que le hockey, c'est une affaire de famille. Du côté de mon père, c'est le hockey. Puis, tu sais, à Noël, on joue au hockey dehors dans la patinoire avec mon grand-père, mes oncles puis mes cousines, tu sais. Écoute, je te souhaite une bonne et longue carrière en arbitrage et je souhaite à ton frère Anthony une belle entrée en scène dans la Ligue nationale éventuellement. Merci. Merci à toi. Sur la glace, une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. Cette semaine, à la chronique Sur la glace, nous avons un maître formateur pour Hockey Québec, Jocelyn Vinet. Jocelyn, tu veux nous démontrer comment jouer une situation 1 contre 1 avec et sans pivot. Oui, dans le contexte où on va travailler, on va voir notre porteur tout près de la bande et l'arrière, qui est donc le joueur défensif, va dans des situations soit avec ou sans pivot avoir à établir un contact physique ou une mise en échec corporel près de la bande. Parfait, on regarde ça tout de suite, Jocelyn. Alors, voici notre premier exercice. Ce qu'on veut de l'arrière, c'est de fermer l'entonnoir près du porteur et utiliser les 2 mains pour effectuer le balayage palette à palette. Par la suite, appliquer le contact physique dans le but de ralentir la progression du joueur qui a perdu la rondelle. On y va tranquillement. Et voilà. De cette façon-là, on s'assure de jouer premièrement la rondelle et on termine ensuite avec le contact physique. Balayage. Devant lui, tu le ralentis. Excellent. Perte de rondelle. On le refait une deuxième fois, messieurs. On y va. On se place. Go. Ferme l'entonnoir. 2 mains sur le bâton. Balayage. Ralentis la progression. Excellent. Maintenant, dans la deuxième option, avec une mise en échec corporel, l'arrière va tout simplement présenter sa zone d'impact près de la bande pour s'assurer de jouer la rondelle en premier et de freiner la progression du porteur adverse. On y va. Et voilà.
Go! On approche, ferme l'entonnoir, 2 mains, côté. Excellent. Mise en échec corporel. Deuxième démonstration. Go! Ferme l'entonnoir, balayage, zone d'impact. Excellent. Mise en échec corporel réussie. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec la situation du pivot à 1 contre 1. Le synchronisme du pivot est important, c'est-à-dire que lorsque le joueur va dépasser dans une horloge le cadran, dépasser 2 heures, on va effectuer un pivot sans croisement pour demeurer dans le même sens de patinage que le porteur adverse et on va appliquer la bonne technique au bâton pour faire perdre la rondelle au joueur dans le but de freiner sa progression. Alors, on y va avec une démonstration. On y va. 1 heure, 2 heures. Oh, pivot. Je m'en viens devant lui. Soulevé. Contact physique. Alors, pivot, passe devant lui et on bloque le passage. Excellent. On laisse la rondelle aller. L'important, c'est de bien jouer la rondelle avant d'effectuer le contact physique. On y va doucement pour une deuxième situation. Pivot, passe devant lui. Excellent. Soulevé du bâton, fait perdre la rondelle au joueur. Alors, cette fois-ci, au niveau de l'apprentissage de l'arrière contre le porteur adverse avec un pivot en 1 contre 1, on va pouvoir exécuter notre pivot sans croisement et utiliser la zone d'impact pour appliquer la mise en échec corporel. Bien sûr, de jouer la rondelle en premier pour ralentir la progression et de faire perdre la rondelle au joueur. On y va, c'est parti. Pivot, je m'en viens ici, je soulève et mise en échec corporel. J'applique donc ma zone d'impact sur la sienne dans le but de freiner sa progression. Oui. Excellent. Super mise en échec, soulevé du bâton. Jeu défensif parfait. Pivot. Et voilà, mise en échec corporel, soulevé du bâton dans le but de faire perdre la rondelle à l'adversaire. Jocelyn, maintenant qu'on a vu les deux situations, qu'est-ce qui est important de retenir? Bien, surtout pour que l'arrière puisse effectuer un bon jeu, c'est important de fermer l'entonnoir. Ensuite de ça, avoir la chance d'appliquer une technique au bâton avec 2 mains sur son bâton et finalement être capable d'appliquer le contact physique ou la mise en échec corporel dans le but, bien sûr, de récupérer la rondelle par la suite. Parfait. Merci beaucoup, Jocelyn. Et on se voit la semaine prochaine. C'est tout pour Hockey le Magazine. La semaine prochaine, on rencontre Jonathan Huberdeau des Panthers de la Floride. Un accès privilégié avec Alex Galchenyuk lors de sa journée en compagnie de Jeune Bègue. Et un bénévole qui roule sa bosse dans le hockey mineur depuis plus de 35 ans. Merci et à la semaine prochaine. Hockey le Magazine est une présentation de Elite Hockey. Repoussez les limites de votre jeu. Et de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution.